Mesdames et messieurs, bonjour, Jean-Michel Pelat, je suis médecin anesthésiste réanimateur spécialisé en médecine de la douleur et dans cette vidéo, je vais aborder la douleur neuropathique. Il s'agit d'une présentation destinée au grand public, mais également aux soignants. Pour débuter, j'aimerais vous donner quelques chiffres épidémiologiques. Dans la population générale, la prévalence de la douleur chronique est de 20%. Et on sait que 2 consultations sur 3 en médecine générale sont motivées par la présence d'une douleur aiguë ou d'une douleur chronique. En ce qui concerne la prévalence des douleurs neuropathiques, celle-ci est de 7%, et on sait d'autre part que leur intensité est décrite comme étant modérée à sévère pour 74% des patients qui en souffrent, des intensités qui expliquent l'altération de la qualité de vie associée à ces douleurs, ce que d'ailleurs différents travaux de recherche ont largement démontré. Il faut savoir que la douleur neuropathique prédomine chez les travailleurs manuels, en particulier chez les agriculteurs, lesquels sont soumis à l'accidentologie sur les machines agricoles. Enfin, notons que l'âge moyen des patients est de 53 ans, ce qui signifie que les douleurs neuropathiques touchent la population active, et ceci engage toute la problématique socio-professionnelle inhérente à ce type de douleur. J'aimerais faire rapidement un focus sur les douleurs neuropathiques dans le cancer. On sait que lorsque la maladie cancéreuse est évolutive, environ la moitié des patients présentent une douleur et dans 20 à 40% des cas, il s'agit d'une douleur neurologique. Chez les patients en rémission, c'est-à-dire lorsque le cancer n'évolue plus ou qu'il est guéri, un quart d'entre eux gardent une douleur chronique et dans 20 à 30% des cas, la douleur est d'origine neuropathique. La prévalence des douleurs neurologiques est donc significative tant chez les patients dont le cancer évolue que chez ceux considérés comme étant en rémission. Si l'on se penche maintenant sur les causes des douleurs neuropathiques liées directement ou indirectement au cancer, vous pouvez le voir sur cette diapositive, dans 65% des cas, la douleur est liée à l'évolution de la maladie, mais dans 25% des cas, et c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable, elles sont secondaires au traitement spécifique de la maladie cancéreuse, à savoir la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Dans 10% des cas, la douleur n'est pas liée directement ou indirectement au cancer et c'est, à peu de choses près, la prévalence de la douleur neuropathique que l'on retrouve dans la population générale, comme j'ai pu vous l'indiquer précédemment. Avant de rentrer dans le détail et les spécificités des douleurs neuropathiques, je souhaiterais répondre, très partiellement bien sûr, à la question qui est de savoir ce qu'est une douleur. Pour y répondre, je vous propose de différencier 3 réalités. La première, c'est la réalité neurophysiologique, c'est-à-dire ce qui se passe dans les nerfs. La seconde, c'est la réalité de l'expérience sensorielle. Et la troisième, c'est celle de l'expérience subjective. Nous allons bien sûr détailler tout cela. Lorsque le corps est soumis à une stimulation douloureuse, par exemple à l'occasion d'une hernie discale, d'une migraine, d'une appendicite, etc., une activité électrique, c'est-à-dire un potentiel d'action, va apparaître au niveau des voies de la douleur et c'est le départ de ce que l'on nomme le processus nociceptif, qui est un terme qui paraît compliqué mais qui correspond simplement à la réalité neurophysiologique de la douleur. Sur ce schéma, j'ai représenté grossièrement les voies de la douleur avec, à ce niveau, le nocicepteur, c'est-à-dire le récepteur périphérique à la douleur dont le rôle est de recueillir et de réagir à n'importe quelle stimulation douloureuse. Vous avez ensuite les nerfs périphériques qui rejoignent la moelle épinière et la moelle épinière, quant à elle, assure la liaison entre ce système périphérique et le cerveau. En cas d'agression physique corporelle, interne ou externe, il y a donc une activité électrique qui apparaît et qui va remonter, comme vous le voyez sur la diapositive, le long des voies de la douleur jusqu'au niveau du cerveau. Cette activité électrique, ce processus nociceptif, matérialisé par le potentiel d'action, ce n'est pas de la douleur, c'est uniquement un processus neurophysiologique. Mais lorsque ce signal parvient au niveau du cerveau, il va être intégré dans ce que l'on appelle la matrice douleur, c'est-à-dire l'ensemble des régions cérébrales impliquées dans l'intégration centrale
du message douloureux. Cette intégration va permettre de faire advenir un ressenti qualitatif, c'est-à-dire une sensation de douleur qui peut être localisée par le patient et décrite qualitativement, ça pique, ça brûle, ça lance, etc. On peut supposer, sans pouvoir le démontrer, qu'il existe une certaine homogénéité de l'expérience sensorielle d'un patient à l'autre pour une même stimulation douloureuse. Si, par exemple, j'infligeais à chacun d'entre vous une stimulation électrique de même intensité, il est fort probable, sachant que vous appartenez tous, enfin je le crois, à la même espèce, et que vos voies neurologiques sont sans doute relativement similaires, eh bien il est fort probable que vous ayez tous le même ressenti qualitatif, c'est-à-dire la même expérience sensorielle de la stimulation douloureuse. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, parce que ce ressenti qualitatif va traverser les étapes de ce que l'on appelle la subjectivation, laquelle aboutit à l'expérience de la douleur, qui représente l'étape ultime dans le processus pris dans sa globalité. C'est cette expérience qui résulte de l'interprétation psychique d'une expérience qualitative qui peut être considérée à proprement parler comme une douleur. Cette subjectivation, évoquée à l'instant, est quant à elle très variable d'un sujet à l'autre parce qu'elle dépend de la structure psychique du sujet, de son histoire, de sa culture, de sa religion éventuelle, de ses angoisses, mais aussi de son expérience douloureuse qu'il a mémorisée antérieurement et de nombreux autres facteurs que l'on ne peut pas détailler ici. C'est cette expérience de la douleur qui génère la plainte dont les soignants et l'entourage du patient font bien sûr l'expérience. Retenez donc que la douleur est une expérience sensorielle qui génère un ressenti qualitatif, brut, et qui, par son interprétation à partir des filtres du psychisme, aboutit à l'expérience de la douleur. Et on peut donc répondre à la question qui est de savoir ce qu'est une douleur en disant qu'elle est une expérience subjective, issue de la subjectivation d'un ressenti qualitatif, lui-même déclenché par un processus nociceptif au niveau des voies de la douleur. En ce qui concerne la douleur neuropathique, il faut ajouter à cela la présence d'une lésion ou d'une dysfonction du système nerveux périphérique ou central. Le système nerveux périphérique est représenté par les nerfs, c'est-à-dire les racines, les plexus et les troncs nerveux, et en cas d'atteinte de ces éléments, on parlera de douleur neuropathique périphérique. Le système nerveux central est composé, quant à lui, du cerveau et de la moelle épinière, qui est ce cordon qui chemine dans le canal vertébral et qui assure la connexion entre les nerfs périphériques et l'encéphale. En cas d'atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire de la moelle ou du cerveau, on parlera alors de douleur neuropathique centrale. Les causes de ces douleurs neuropathiques sont multiples, et il me paraît difficile de les énumérer dans cette courte présentation. Lorsqu'une lésion se crée au niveau du système nerveux, eh bien des décharges spontanées, de nature électrique, vont apparaître sur les voies de la douleur à partir de cette lésion en direction du cerveau, et il existe assez fréquemment un abaissement du seuil d'excitabilité neuronale, c'est-à-dire que les neurones vont devenir plus sensibles aux stimulations, y compris à celles qui, en temps normal, ne permettent pas de les activer. Cet abaissement du seuil d'excitabilité neuronale aboutit cliniquement à la présence d'une sensation douloureuse pour une stimulation normalement non douloureuse. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon médical l'allodynie. Allodynie qui, notons-le, n'est pas spécifique de la douleur neurologique, mais qui lui est couramment associée. J'aimerais à présent vous détailler l'expression clinique des douleurs neuropathiques, expression dont on doit souligner la spécificité. Il existe en général des douleurs spontanées qui s'associent à des douleurs provoquées. Les douleurs spontanées peuvent être continues ou paroxystiques à type de fulgurance. La composante continue de ces douleurs spontanées est en général décrite comme superficielle avec des sensations de brûlure ou décrite comme profonde à type de sensation d'étau. Les paroxysmes de ces douleurs spontanées sont quant à eux décrits comme des sensations de décharge électrique ou de coups de poignard. En ce qui concerne les douleurs provoquées, on parle d'allodynie lorsque, comme évoqué précédemment, survient une douleur pour une stimulation normalement non douloureuse, stimulation qui peut être dynamique, statique ou thermique. Les douleurs provoquées peuvent être également caractérisées par une sensation de douleur anormalement élevée,
bien que déclenchée par une stimulation habituellement douloureuse. On parle alors d'hyperalgésie. Il faut noter que l'allodynie et l'hyperalgésie ne sont pas pathognomoniques des douleurs neurologiques, c'est-à-dire que l'on peut retrouver ces signes dans d'autres situations, comme par exemple la période post-opératoire. On peut également retrouver des douleurs provoquées avec des sensations de décharge électrique intolérables pour les patients, douleurs liées à la présence de ce que l'on appelle un névrome, c'est-à-dire une petite formation cicatricielle au niveau des nerfs, faisant suite à une chirurgie ou à un traumatisme. Voici donc les symptômes douloureux spécifiques des douleurs neuropathiques, symptômes qui s'associent fréquemment à des sensations anormales comme des picotements ou des fourmillements, c'est-à-dire à des paresthésies. Des sensations d'engourdissement sont également possibles, et lorsque les picotements et les fourmillements sont ressentis comme étant désagréables, on parle alors de dysesthésie. Et il faut savoir qu'un prurite, c'est-à-dire des démangeaisons dans la zone lésée, peut également être présent et s'associer à l'ensemble de ces sensations désagréables. En termes de localisation, celle-ci est variable en fonction de l'étiologie de la douleur. Par exemple, sur cette diapositive est représentée la localisation typique des polyneuropathies périphériques que l'on peut rencontrer dans diverses pathologies comme par exemple le diabète, l'éthylisme chronique ou même à la suite d'une chimiothérapie instaurée pour le traitement d'un cancer. Ces neuropathies produisent des douleurs et des troubles neurologiques caractéristiques que l'on nomme en chaussettes parce qu'ils intéressent principalement la distalité du système nerveux périphérique, c'est-à-dire les fibres nerveuses les plus longues. Elles peuvent également atteindre les membres supérieurs. Cette diapositive montre une douleur sur le trajet de l'une des racines du nerf sciatique et vous avez à gauche une image IRM qui montre une des vertèbres lombaires vue de dessus. Vous avez ici le corps vertébral en avant et en arrière l'arc postérieur avec à ce niveau le processus épineux qui correspond au relief osseux que l'on palpe tout le long de la colonne. On peut voir sur cette image une volumineuse hernie discale, laquelle est responsable de la sciatique, hernie qui comprime l'une des racines nerveuses lombaires, entraînant ainsi une douleur projetée dans le territoire de cette racine. Cette diapositive, quant à elle, décrit des douleurs neuropathiques centrales, douleurs que peuvent présenter les patients qui, par exemple, sont victimes d'un accident vasculaire cérébral responsable d'une lésion du thalamus. Ce thalamus est un noyau cérébral dans lequel passent les voies de la douleur, issues de la périphérie du corps. Et il faut savoir que dans ce noyau cheminent l'ensemble des informations de la sensibilité, notamment douloureuse, informations issues de tous les mi-corps contralatérales. Ainsi, une lésion du thalamus peut engendrer des douleurs de tous les mi-corps contralatérales, incluant la moitié du visage. Une compression de la moelle épinière peut également engendrer des douleurs neuropathiques centrales, comme cela est le cas sur cette diapositive. La photo de gauche est une IRM, une vue de profil du canal vertébral qui contient la moelle épinière, laquelle relie les nerfs périphériques au cerveau. On peut voir sur cette IRM la présence d'une métastase cancéreuse qui atteint le corps vertébral, dont vous pouvez observer la déformation, et le bombement dans le canal vertébral à l'origine d'une compression de la moelle épinière, causant des douleurs sous-jacentes dans les membres inférieurs en particulier. Il s'agit bien sûr d'une urgence neurochirurgicale. En ce qui concerne les traitements de la douleur neuropathique, nous les aborderons dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année.